On va voir maintenant le cortex moteur. On va monter un peu de la moelle épinière pour aller dans notre cher cerveau. Le cortex moteur, c'est les parties du télencéphale qui commandent la motricité. D'accord? On va voir ce qu'il faut savoir. Donc, regardez, il faut savoir qu'en anatomie, le cortex est divisé, il est divisé en lobes. D'accord? J'ai plusieurs lobes, les lobes frontaux, les lobes pariétaux, les lobes temporaux, les lobes occipitaux. D'accord? Et chaque lobe est constitué physiologiquement d'un ensemble d'aires. D'accord? C'est-à-dire c'est une aire. Ça c'est une aire. D'accord? Les aires, elles occupent les circonvolutions. Les circonvolutions cérébrales. D'accord? Les circonvolutions, c'est les doudettes que dessine le télencéphale entre les différentes scissures. D'accord? On est d'accord? Très bien. Donc, les différentes parties, elles sont occupées par quoi? Par des neurones, puisqu'on avait dit que la substance grise au niveau du cerveau, elle occupait la périphérie, contrairement à la moelle épinière. Donc on va voir, c'est quoi notre but? C'est de connaître où est située la partie motrice dans le cortex, et qu'on appelle cortex moteur, et quelle est son organisation et quelle est sa fonction. Et comment on peut la diviser? Parce que le cerveau, le télencéphale, la partie périphérique, il contient des neurones. Elles ne contiennent pas des neurones de la motricité seulement. Elles contiennent des neurones de la motricité, de la synesthésie, de la vision, de l'audition, de la parole. D'accord? Donc il y a une certaine organisation. Et une partie bac, elle est orientée ou elle est organisée de sorte à contrôler le mouvement. D'accord? Très bien. Très bien. L'ensemble des structures, circuits, de neurones et les voies qui interviennent dans le contrôle et la régulation des mouvements constituent le système moteur. Désolé, j'ai un problème de prononciation parce que j'ai une contracture dans ma mâchoire. Les systèmes moteurs peuvent accomplir différentes fonctions motrices qui peuvent être volontaires, réflexes, automatiques, comme la marche, la déglutition et la mastication. Là, on va surtout s'intéresser aux parties volontaires, d'accord? Et vous allez comprendre pourquoi. On va ensuite voir les autres. L'accomplissement d'un mouvement volontaire passe par 3 étapes. La décision, l'intention d'effectuer un mouvement, la programmation et l'exécution. De nombreuses structures nerveuses participent à ce processus. Ils envoient des informations qui sont intégrées et permettent l'ajustement, ou bien permettent d'ajuster le mouvement avant ou au cours de son exécution. La planification et la programmation, elles ont lieu au niveau des lobes frontaux. D'accord? Le lobe frontal, c'est lui le cerveau du cerveau. C'est lui qui contient cette planification, cette organisation, d'accord? Cette réflexion qui nous permet de planifier, qui permet à un être humain de planifier ses actions et d'avoir des intentions. Vous vous êtes réveillé, vous avez programmé votre journée. Je vais aller prendre une voiture, me déplacer, d'accord? Toute cette planification, elle a lieu au niveau des lobes frontaux. Donc, regardez un peu cette organisation. Le cortex moteur, on est dans quelle partie du cerveau? On est au niveau du télencéphale, au niveau du cortex cérébral. Le cortex cérébral, comme chaque partie du système nerveux, il possède des afférences et des efférences. C'est-à-dire qu'il reçoit des messages et qu'il émet des messages. Il envoie des messages vers quoi? Vers le tronc, vers la moelle, et puis à travers les nerfs, vers les muscles. C'est-à-dire qu'il envoie une commande, c'est la commande supérieure des mouvements. C'est la voie principale, c'est la voie descendante. D'accord? Mais il reçoit aussi des afférences. Il reçoit des afférences thalamiques. Il reçoit des fibres sensitives qui passent par les noyaux thalamiques. D'accord? Il reçoit du cervelet qui lui envoie des messages d'équilibration. Où on sent les mouvements théoriques, la posture, la programmation, car un certain onus. D'accord? Il reçoit des noyaux gris centraux. Il reçoit des organes qui sont en interaction avec l'environnement, les organes sensoriels. Il reçoit à partir des yeux, des oreilles, l'équilibration, le son, le tact par la peau. D'accord? Donc tout ça, ça permet de lui envoyer des messages à travers des faisceaux ascendants. Soit directement, soit à travers le tronc cérébral,
soit à travers la moelle épinière, comme on a vu dans les réflexes qui sont commandés par les centres supérieurs. Là, vous êtes d'accord? On avait vu le réflexe ipsilatéral de flexion. En cours d'année des réflexes ipsilatéral de flexion, j'ai un message qui est au niveau de la peau et qui va créer un réflexe avec la moelle épinière, mais on a dit qu'il envoyait aussi vers le cerveau pour la mémoire. Vous vous en souvenez? Très bien, très bien. Le résultat de toute cette organisation et de cette intégration, elle va avoir plusieurs résultats, et le résultat qui est important pour nous aujourd'hui dans ce cours, c'est le mouvement volontaire. C'est le mouvement volontaire qui ne peut pas se faire sans le cortex moteur. D'accord? Très bien, très bien. Hiérarchie des systèmes moteurs. Les systèmes moteurs sont organisés selon une hiérarchie, une organisation par étage. Ils comportent 3 niveaux, selon leur importance. La moelle épinière, c'est le niveau le plus inférieur. La moelle épinière, c'est la partie distale du système nerveux qui va émettre les communications nerveuses avec les nerfs. La moelle. Fourha, qui est le tronc cérébral, niveau intermédiaire, et tout en haut, c'est le cortex moteur ou le télencéphale, le niveau le plus supérieur. La moelle épinière, elle contient des circuits de neurones qui exécutent les mouvements volontaires. C'est-à-dire que pour réaliser le mouvement volontaire, je dois passer par la moelle épinière, parce que c'est elle qui crée les plexus, plexus brachial, plexus sacré, plexus lombaire, pour donner des nerfs, le nerf radial, le nerf ulnaire, le nerf médian, d'accord? Pour les envoyer au muscle. Donc pour réaliser le mouvement volontaire de mes doigts, je dois passer par les nerfs de la main. Je dois passer par les différents nerfs jusqu'à arriver à la moelle épinière. Et ça, la moelle épinière, pour donner des mouvements volontaires, elle doit recevoir une commande cérébrale. Elle doit recevoir une commande du cortex. L'exécution du mouvement se produit par l'intermédiaire du motoneurone alpha, qui est la voie finale commune motrice. Attention, ne l'oubliez pas. Le motoneurone alpha est la voie finale commune de tout acte moteur. Qu'il soit volontaire ou involontaire, il doit passer pour réaliser un mouvement segmentaire, un mouvement d'un segment d'un membre, je dois passer par le motoneurone alpha. D'accord? Très bien, très bien. Le tronc cérébral, c'est le niveau intermédiaire. Il contient des circuits qui contrôlent les mouvements de la tête et des yeux. Tête et face aussi, les mouvements de la face, les mouvements de la mimique, les mouvements des yeux, les mouvements des oreilles. Est-ce que les oreilles peuvent bouger? Oui. J'arrive à les bouger. Ça bouge. C'est censé les mouvements des muscles de la tête. Il reçoit des afférences du cortex cérébral et projette vers la moelle épinière. C'est un peu un relais entre la moelle épinière et le cerveau. On va voir ça quand on verra la vision, quand on verra l'audition. Qu'il y a une certaine cours qui comprennent l'importance, qui montre l'importance des nerfs crâniens. Et quand on étudiera les nerfs crâniens, vous allez comprendre l'importance du tronc cérébral. Le cortex moteur est le niveau le plus élevé, c'est le télencéphale. Il déclenche le mouvement volontaire. C'est lui le point de départ de ce mouvement volontaire. Il contrôle les faisceaux moteurs qui naissent dans le tronc cérébral. Donc les faisceaux moteurs qui prennent périphériques, qui prennent naissance au niveau du tronc cérébral, ils sont contrôlés, ils reçoivent une communication supérieure à partir du télencéphale ou du cortex moteur. Projette directement à la moelle épinière à travers le faisceau pyramidal. Donc, on va dire que le cerveau, que le cortex moteur peut envoyer 2 types d'efférences. Il peut envoyer des efférences vers le tronc cérébral, c'est pour le contrôle supérieur des nerfs crâniens. Et il peut aussi envoyer vers la moelle, c'est le contrôle des membres, c'est le contrôle périphérique. Le principal système moteur qui contrôle les membres périphériques est appelé système pyramidal. Le système pyramidal. D'accord? Il est représenté par le faisceau pyramidal et qu'on va voir, qu'on était censé voir dans les fonctions de conduction de la moelle. On va essayer de voir quelque chose là. Ouais. Critères d'identification du nerf motrice. 3 critères définissent une région corticale. On dit qu'une région, on dit qu'une région du télencéphale, du cortex, on dit d'elle qu'elle possède une fonction motrice lorsque 1.
La stimulation par un faible courant électrique entraîne une contraction musculaire. Maintenant, je prends la boîte crânienne, je l'enlève. Je stimule la partie du cerveau avec de l'électricité. Quand je la stimule, j'ai un mouvement. Elle contrôle des muscles. C'est la première condition. Oui, je parle de l'estimulation motrice. La deuxième condition, c'est quoi? La destruction de cette région aboutit à la perte de la fonction motrice. Lorsque je détruis la zone, réalise ce mouvement, il ne peut pas le réaliser. J'obtiens une paralysie. Troisième condition, cette région possède des efférences qui la connectent directement ou indirectement au motoneuron de la moelle épinière. Donc je dois prouver histologiquement ou anatomiquement que cette région elle est liée. Quand je réalise des dissections, quand je dissèque, je trouve que cette fonction elle envoie des fibres dans la moelle épinière. Donc les trois conditions. Donc stimulation induisant un mouvement, destruction induisant une paralysie, d'accord, et anatomie prouvant la liaison entre cette région et la moelle épinière. C'est donc les trois conditions nécessaires pour dire qu'une aire est motrice. Les techniques d'exploration, l'histologie qui nous permet d'étudier les connexions, les techniques de destruction, je détruis et je regarde le résultat, et l'électrophysiologie, microstimulation et enregistrement de l'activité des neurones corticaux. Je stimule ou je regarde le résultat au niveau musculaire. D'accord? Stimulation magnétique transcorticale, donc comme c'est des techniques de neurologie. D'accord, les explorations. Mise en évidence et organisation somatotopique du cortex moteur. Plusieurs chercheurs scientifiques, très rapidement, ont réalisé sans S, parce que c'est le verbe aussi c'est important. Sans S. D'accord. Le participe passé conjugué avec le verbe avant ne s'accorde pas. D'accord, il s'accorde avec le complément d'objet direct quand celui-ci est passé avant lui. Vous vous souvenez? C'est en français. On a parlé comme Abdou Hafsin. Finalement, c'est utile. Bravo. Je remercie tous mes bons enseignants d'arabe et de français de nous avoir appris les langues. Donc, quelles sont les fonctions de l'exploration? 1870. Vous imaginez 1870. C'est-à-dire il y a 150 ans. D'accord? Stimulation électrique du cortex frontal chez le chien entraîne des mouvements de l'hémicorps contralatéral. Retenez bien ça. Lorsque je stimule le cortex moteur gauche, j'ai un mouvement à droite. 1925, Sherrington a démontré la même chose chez le singe. Maintenant, Sherrington, aujourd'hui, on a fait la totale. Les chats, les chiens, vous êtes les singes. 1940 à 1950, les travaux de Painfield, l'homonculus de Painfield, confirmation de l'existence d'un cortex moteur chez l'homme par le neurochirurgien Painfield, il a démontré que chaque groupe musculaire de l'hémicorps contralatéral est représenté au niveau du cortex moteur. Cette organisation est appelée somatotopie. On est un schéma plus grand. Voilà. La somatotopie, c'est quoi? Elle est schématisée par l'homonculus de Painfield, qui est une représentation du corps humain au niveau du cortex. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce schéma? L'homonculus de Painfield. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que l'homonculus? Est-ce que vous avez vu comment ça s'appelle, le manga, l'anime? J'ai oublié le nom. Full Metal Alchemist. Voilà. Vous connaissez? Vous ne connaissez pas Full Metal Alchemist? La pierre philosophe. Non? Allez chercher Full Metal Alchemist. Vous connaissez ce que c'est qu'un alchimiste? Vous avez lu l'alchimiste à Paulo Coelho? Les alchimistes, c'était des personnes qui s'intéressaient à la chimie et aux transformations. Déjà, c'est le mot alchimiste, c'est le précurseur de chimiste. Et qui vient
d'un terme arabe. Arabe puis perse. Le kimia. D'accord? Kimia, kimia, alchimia, alchimie. Ceux qui l'exercent, ils s'appellent alchimistes. Le but des alchimistes, le but final des alchimistes, était un peu de pouvoir créer les petits hommes qui sont appelés homunculus, de pouvoir créer un homme et de lui donner visa. Il y a une part de vérité ou qu'il y a une part de légende dans les histoires. C'est pas important. L'essentiel, c'est que quand tu fais un homunculus, c'est un petit homme, c'est un nain qui ne ressemble pas à l'être vivant normal. Pourquoi on l'appelle homunculus de Penfield? Parce que Penfield, qu'est-ce qu'il a fait? Penfield, il a essayé de représenter les parties de notre corps selon l'importance de la surface du cortex moteur qui la commande. C'est un peu compliqué, hein? Parce que les organes de mon organisme, elles n'ont pas les mêmes représentations au niveau du cerveau. Plus le membre réalise des fonctions complexes, plus il a des neurones plus importants, plus grands et plus nombreux qui le contrôlent. Par exemple, les mouvements de la main, c'est des mouvements très complexes. Vous imaginez un chirurgien pour réaliser les mouvements, un guitariste, واحد qui de la flûte, qui tape sur un clavier. Comme c'est des mouvements de contraction, relâchement très importants, très rapides, très complexes, qui sont réalisés en même temps. La langue, elle contient 17 muscles. Pour pouvoir parler, je dois fermer et ouvrir la bouche, faire exploser de l'air au niveau de ma cavité buccale, réaliser des mouvements alternés, stéréotypés de ma langue qui fait des va-et-vient, des montées et descentes. Essayez de parler un jour à cachant votre langue. C'est très difficile. On ne peut pas parler sans langue. Déjà, certaines personnes qui ont un accident, en général, elles sont dans la piscine, ils ont le sang, ils ont le sang. Et donc, elles arrivent très difficilement à parler. Mais Sidna Moussa, il parlait très difficilement, il avait un problème. Déjà, vous savez ou là? Essayez de chercher واش من أيامكم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فرعون عابوا قال لهم ما تتبعونيش انايا وتتبعوا هذا الانسان اللي يتلعثم. Déjà c'était le principe تاع الدعاء. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. Parce que كانت عنده عقدة في لسانه. Il ne parlait pas très bien. Et regardez par la puissance de Rabbi Subhanahu كيفاش la personne qui avait des problèmes de prononciation était arrivé à devenir l'un des plus grands orateurs de l'histoire de l'humanité. Il avait pu défier Pharaon. Pharaon, c'est quel pharaon? Quel pharaon? Vous ne savez pas? Les historiens ne sont pas d'accord sur le pharaon qui avait rencontré Sidna Moussa. Mais celui qui est le plus proche, c'est Ramsès II. On pense que c'est Ramsès II. Voilà. Si ça vous intéresse. Ça vous intéresse pas ou non? D'accord. C'est Ramsès II. Et donc, pour revenir à notre sujet, c'est selon la complexité de l'organe qu'il l'a représenté. Donc, l'homunculus, regardez comment il est fait. Homunculus, c'est ما باش إلا دار لكم ان ديسان ما دارلكمش ان ديسان تاع لوم هكا كيفاش يبان دار لكم غير لي بارتي في الشيما يكون رسمه يجي هكا يجي ان انديفيدو راسو هكا كبير داكور وشواربو هكا تنت كبار الى دو غروس لافغ ومن لو كور تاعو صغيور والى دو غروس مان داكور de grosses mains et de petits pieds. Parce que la main, regardez la surface qu'elle occupe au niveau du cortex moteur. Elle occupe une très grande surface. Parce que la main, elle réalise des mouvements très importants, très nombreux, très complexes. Donc elle a besoin de beaucoup de neurones. Donc il a vu que lorsque je stimule ici, la main bouge, ici, la main bouge, ici, la main bouge. Et donc la surface cérébrale occupée par les neurones de la main, elle est très importante. Les lèvres aussi, la langue aussi. D'accord? Mais les pieds un peu moins. Donc il a des petits pieds.
Parce que les mouvements du pied et du membre inférieur, ils sont beaucoup moins complexes que les mouvements du membre supérieur. C'est comme si Hada Penfield, il avait pris l'homme, au lieu de le représenter comme il est, je vais le représenter selon l'importance des neurones présents dans son cerveau. Plus le membre, les neurones qui en sont responsables sont importants, je l'agrandis. J'espère que vous avez compris le principe d'homonculus de Penfield. C'est une représentation schématique de l'être humain selon l'importance des neurones qui sont responsables de la motricité des différents membres. C'est voilà l'homonculus. D'accord? Très bien. Les doigts, les mains et la face ont des représentations disproportionnellement larges dans les aires motrices. Parce qu'ils sont responsables de mouvements faits et précis. Vous voyez? Les aires motrices, une aire, c'est une région délimitée du cortex cérébral selon une base cyto-architectonique. Même composition cellulaire et même fonction. Il existe donc 52 aires réparties selon Brodmann. Donc Brodmann, c'est un peu plus poussé que le travail de Penfield. Il a divisé le cerveau, le cortex moteur en aires. Chaque aire, c'est quoi la différence entre une aire et une aire? Une aire contient des cellules qui se ressemblent et qui réalisent des fonctions avoisinantes. Il a obtenu 52 aires. Il a obtenu 52 aires. Le cortex moteur est situé dans le lobe frontal du cerveau, en avant de la scissure de Rolando. En avant de la scissure de Rolando, s'il vous plaît. Il est situé dans la partie postérieure du lobe frontal. D'accord? Où est le lobe frontal? Où est l'avant? C'est ici l'avant, c'est ici l'arrière. Où est le cervelet? Où est la scissure de Rolando? Chaque Rolando. Du pariétal. Au pariétal, au temporal. Où est le frontal? Donc dans la partie la plus postérieure du lobe frontal, j'ai le cortex moteur. Non, tout le cortex cérébral fait 52 R. Les deux oui. D'accord. Donc, les 52 R, parmi elles, certaines aires sont impliquées dans la motricité. C'est quoi? C'est le cortex moteur primaire, le cortex prémoteur, l'aire supplémentaire hadia ou le cortex associatif. Donc, les aires impliquées dans la motricité. D'accord? Et il est constitué de le cortex moteur, le cortex moteur primaire, le cortex prémoteur et l'aire motrice supplémentaire. C'est normalement même l'aire associative, nous y doit. Donc, le cortex moteur primaire correspond à l'aire 4 de Brodmann. Je suis comme R4, la voiture, la Renault, la Bcri. Vous vous souvenez, R4. L'aire 4 de Brodmann. R6, c'est le cortex prémoteur. Pardon. Oui, le cortex prémoteur est situé dans l'aire 6 et l'aire motrice supplémentaire est aussi située dans l'aire 6, qui est juste au-dessus du cortex prémoteur. Le cortex moteur primaire. L'aire 4 est constituée, oui? Non, c'est des régions anatomiques. D'accord? Donc c'est des aires, des surfaces physiologiques constituées de cellules qui réalisent la même fonction. C'est pas la même division. D'accord? L'aire 4 est constituée de 6 couches. La couche 5 contient les cellules pyramidales ou cellules géantes de Betz. La BIHA, nous mettons le nom de système pyramidal. Attention. Il existe au niveau du cortex moteur 6 couches histologiques. D'accord, parce que tu les dis dans donc, histologie, vous allez voir qu'il existe 6 couches. Quand on parle de la périphérie, du cortex vers le centre. 6 couches. Pour la couche numéro 5, je vais avoir des cellules qui sont appelées des cellules géantes de Betz. Ou cellules pyramidales. D'accord? Le cortex moteur primaire est la région où l'intensité de la stimulation est plus faible
produit des mouvements du côté contralatéral. Donc, quand je stimule le cortex moteur primaire, je vais avoir des mouvements au niveau de l'hémicorps, hémicorps opposé. Qu'est-ce que vous en déduisez? Que les cellules géantes de Betz, les cellules pyramidales, qui vont donner naissance à la motricité, c'est des fibres nerveuses qui vont décusser. C'est des fibres nerveuses qui vont traverser la ligne médiane. Alors, quand je stimule cette partie, j'aurai un mouvement dans l'autre partie. Maintenant, les fibres nerveuses qui naissent ici, elles vont changer de côté. Le cortex moteur primaire contrôle la force musculaire, la vitesse du mouvement, et elle permet d'effectuer des mouvements fins et précis. Donc c'est cette partie de l'organisme qui contrôle la force, contrôle la vitesse, et qui permet d'effectuer des mouvements coordonnés, précis et fins. D'accord? Les afférences, c'est les messages que cette partie reçoit. D'accord? Donc, on a le cortex pariétal postérieur. Donc, il reçoit à partir d'autres aires au niveau du télencéphale. On va voir dans les prochains cours les messages somesthésiques qu'il reçoit. Au niveau du cortex prémoteur, au niveau des aires motrices supplémentaires, au niveau du cortex somesthésique, à partir du cervelet, des noyaux de la base et du thalamus. Vous voyez, il reçoit à partir de presque tous les centres nerveux ou tous les constituants centraux qui l'avoisinent. D'accord? Ce sont des afférences. En fait, les afférences, quand je dis afférence du thalamus, c'est une afférence soit qui naît au niveau du thalamus, mais qui peut être née au niveau de la moelle épinière, au niveau d'un organe périphérique. Elle monte jusqu'à lui. Donc il reçoit des messages de tout l'organisme. D'accord? Les efférences, maintenant les messages qu'il donne, qu'il émet, ce sont des connexions excitatrices directes, monosynaptiques, avec les motoneurones alpha et les interneurones de la moelle épinière. Donc qu'est-ce que vous devinez? Puisque vous voyez, il va donner des interneurones au niveau de la moelle épinière. On va dire que ces cellules géantes de Betz, que ces cellules pyramidales, ce sont des cellules qui ont de longs axons. D'accord? Il met au niveau du cortex et il va donner des connexions au niveau de la moelle. C'est la même cellule qui met au niveau du cortex et qui va arriver jusqu'à la moelle. Donc c'est des cellules de longue longueur, de grande longueur. D'accord? Donc il émet des connexions au niveau du tronc cérébral et au niveau de la moelle épinière. Alors, au niveau de la moelle épinière, on vous dit qu'il peut donner deux types de connexions. Des connexions avec les motoneurones alpha pour le mouvement volontaire, mais aussi des connexions avec les motoneurones gamma pour les stimuler. C'est quoi le but de la stimulation? C'est l'étirement du FNM. Vous vous souvenez quand on avait vu le FNM, le fusion neuromusculaire, on avait parlé de la boucle gamma. La boucle gamma, elle était déclenchée par la contraction. Des fibres musculaires, où les fibres musculaires étaient innervées par les motoneurones gamma. Où les motoneurones gamma, ils recevaient des excitations à partir des centres supérieurs. D'accord? Donc, trois types d'afférences. Trois types d'efférences. Soit il envoie vers la moelle épinière pour stimuler les motoneurones alpha, soit il envoie vers la moelle épinière pour stimuler les motoneurones gamma, soit il envoie vers le tronc cérébral pour stimuler les nerfs crâniens. Voilà. Donc, soit vers les motoneurones gamma, soit vers des motoneurones alpha ou des interneurones des muscles antagonistes, et il envoie aussi vers le tronc cérébral vers les nerfs crâniens. Les effets de la lésion ou les effets des lésions du cortex moteur primaire, faiblesse musculaire, qu'on appelle parésie, de l'hémicorps contralatéral, pouvant aller jusqu'à la paralysie.
Mais en général, j'obtiens des parésies, pas des paralysies. Parce que c'est le début du système pyramidal. Quand on va voir les voies descendantes, le cours fonction de conduction de la moelle, on va voir que plus je suis dans le centre, plus la lésion est disproportionnée au résultat clinique. Parce que la lésion, la surface motrice, elle est diffuse. Maintenant, c'est une grosse surface. La grosse surface, elle émet en bouquet de fleurs, elle va émettre des fibres nerveuses. Les fibres nerveuses vont se rencontrer au niveau de la capsule interne. Donc, quand ça sera une lésion au niveau de la capsule interne, ça sera une petite lésion, elle va détruire beaucoup de neurones. Parce que les fibres nerveuses des neurones sont en train de se rencontrer au niveau de cette capsule interne. Mais ça, quand la lésion a lieu au niveau du cortex, la lésion, elle peut avoir lieu ici, 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 ici. Donc une petite lésion ne va induire qu'une diminution de la force musculaire. Il y aura une faiblesse musculaire et non pas une disparition de la force musculaire. D'accord? Déficit de coordination des mouvements, déficit de mouvement fin des doigts. Donc j'aurai une perte des fonctions que j'avais vu tout à l'heure. Tout à l'heure, quand on avait dit qu'il était responsable des mouvements précis et fins, qu'il était responsable de la coordination, qu'il était responsable du contrôle de l'intention de la planification du mouvement et qu'il était responsable du contrôle de la vitesse du mouvement. Et donc, quand il y a atteinte de ce cortex primaire, je vais perdre tous ces mécanismes de contrôle. Force, vitesse et organisation. Après la lésion de M1, il peut y avoir une récupération. Voilà. La prise en charge de la fonction, la reprise de la fonction, initialement assurée par cette aire, par les aires corticales motrices adjacentes, réorganisation des cellules de connexion, c'est la plasticité corticale. Donc, quand on a un AVC, on sera une ischémie des cellules nerveuses, une zone corticale. Les zones voisines peuvent émettre des connexions pour remplacer cette zone lésée. Certaines personnes qui font un AVC, elles peuvent récupérer progressivement à cause des nouvelles connexions. C'est la plasticité cérébrale. Le cerveau a la capacité de faire naître de nouveaux axones qui vont innerver les terminaisons nerveuses qui ne sont plus innervées. D'accord? Très bien. Allez, on a terminé avec le cortex moteur, on passe rapidement au cortex prémoteur. Il est situé dans l'aire 6 de Brodmann, du côté latéral. La stimulation entraîne des mouvements de la tête et du tronc. Intensité plus forte que celle utilisée pour stimuler le cortex moteur primaire. Donc, la stimulation de ce cortex, ou de cette aire, nécessite des stimuli plus importants que le cortex moteur. C'est des résultats expérimentaux. Hein. Le cortex prémoteur joue quel rôle? Il joue un rôle dans le contrôle des muscles axio-proximaux, le rôle dans la posture. Les muscles axiaux, c'est les muscles proximaux, on a de l'axe, les muscles des épaules, les muscles du tronc. D'accord? Donc, c'est l'aire prémotrice, l'aire 6 de Brodmann, cortex prémoteur, qui contrôle la posture. D'accord? Il contrôle les mouvements fins, il contrôle la posture. La posture, ce n'est pas des mouvements fins. Plus, s'il vous plaît, plus je vais de la périphérie vers le centre, plus de la force dans le muscle, ou تنقص la précision. D'accord? C'est la précision terrain. Programmation du mouvement, il sélectionne le programme moteur en fonction du contexte. Apprentissage d'associer un événement sensoriel particulier avec un mouvement spécifique. Donc, c'est l'association des mouvements. D'accord? Parce que là, c'est des habitudes. Les mouvements d'habitude, ouvrir une bouteille, ouvrir une canette. D'accord? Associer une situation à un mouvement. Lorsque, par exemple, des mouvements automatiques, lorsque je conduis, lorsque je pédale, quand je suis en train d'associer une situation à un mouvement. D'accord? J'ai une situation, hop, est-ce qu'une voiture de ce côté, je fais bouger le volant. C'est des réflexes, c'est pas des réflexes, donc ça qui dépend de ma volonté. Les pays sont contrôlés par ce cortex prémoteur. D'accord? Donc voici un petit résumé des afférences et des efférences. Il reçoit kiff
du cortex pariétal, du cortex préfrontal, du cervelet, et il envoie vers le cortex moteur primaire et vers la moelle épinière. Donc il aide le cortex moteur, mais il envoie aussi directement vers la moelle épinière. En cas de lésion du cortex prémoteur, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Une paralysie qui fait une diminution de la force musculaire, ça au niveau proximal, pas au niveau distal, pas au niveau périphérique. Une apraxie. Une apraxie en général, c'est plus les lésions du lobe pariétal. Même les lésions du lobe frontal peuvent donner des apraxies. Incapacité à programmer des séquences de mouvement. L'apraxie, c'est un peu le côté bizarre, ce côté bizarre de la biologie. On a presque terminé. Donc, le cortex des apraxies, c'est un défaut de l'organisation des mouvements. Il y a une apraxie de la marche, où les personnes qui sont atteintes de certains AVC n'arrivent plus à savoir marcher. Il y a une apraxie de l'habillement. Quand vous demandez à une personne de s'habiller, elle est normale, elle vous parle normalement. Vous lui demandez de s'habiller, elle ne sait pas s'habiller. D'accord? Elle va commencer. Je vais vous envoyer des vidéos, vous allez voir. On va s'arrêter ici, d'accord? On va continuer la prochaine fois.